Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Hey, bonjour! Bienvenue tout le monde dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou. José, oui? Vous êtes dans vos réflexions ce matin. Et d'ailleurs... boy, suis-je plongé comme rarement. Et j'adore ça. Ben oui. Mais ça rend distrait. J'avais oublié l'heure. Puis Ben là, oui, on a une émission à faire ensemble. je m'emmenais tranquillement. Puis, écoute, la nouvelle de la semaine. La Cour suprême a rendu une décision hier. Je suis tellement content, là. Et puis, j'arrête pas d'y penser. Ben, voulez-vous nous en parler? Oui, en Colombie-Britannique, il y a une tribu indienne, un groupe d'Indiens, d'Autochtones qui sont allés devant la Cour suprême leur dire qu'ils s'opposaient à la construction d'un centre de ski dans les Rocheuses parce que dans ce coin-là, il y avait l'esprit de l'ours grizzly et cet esprit-là serait perturbé par la construction du centre de ski. Devine ce que la Cour suprême a pris comme décision. Je m'attends à tout, là. Elle a dit, chers amis, notre charte vous permet de croire ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas écœurer personne avec vos croyances. Oh! Hey, c'est ce que je dis depuis 25 ans. T'as le droit, ton folklore religieux, c'est pour toi, ça t'appartient. Pourrais-tu ne pas venir m'écœurer avec? Et ça va créer possiblement des précédents, ça, pour d'autres dossiers à venir dans le futur. Jésus crucifié, crois-y, ça me dérange pas, José. Pourrais-tu me l'enlever de d'en face, s'il te plaît? Ne pas me l'imposer? Moi, ça voit un matin que j'ai vu passer. Là, c'est rendu qu'on appelle les bûches de Noël des bûches des fêtes. On peut-tu au moins garder nos traditions? Ben, c'est notre folklore. Caroline, là, c'est rendu, je suis déçue. J'ai vu passer ça sur Facebook. Bûche des fêtes. C'est quoi ça, une bûche des fêtes? C'est une bûche de Noël? On a le droit de croire à nos niaiseries. Non, mais ça fait partie, comme vous dites, de notre folklore, de nos traditions. Mais c'est qui le con qui va venir refaire notre langage folklorique? Hey. Jésus crucifié, c'est Jésus crucifié. Maintenant, enlève-le dedans ma face. C'est ça. Puis des bûches, si vous n'aimez pas ça, mangez-en pas. Des bûches de Noël? C'est ça. Êtes-vous obligé d'en acheter? Exact. Hey, c'est plein de sucre en Fait plus. que, femme... Hey, ma mère en faisait des tellement belles. Ah oui? Et ma mère puis ma tante Rose faisaient des bûches de Noël. Et je crois que ma tante Rose, elle était une cuisinière raffinée. OK? Tout était, écoute, fancy. Y compris l'aménagement de la table. Oh! Oh oui, Hey, moi, j'aime ça, là. Ma mère était moins raffinée dans la présentation, mais au niveau de la confection, elle était dure à battre. Fait qu'ils faisaient une bonne équipe? Non, ils ne travaillaient pas pour ça. Ils ont fait du tissage sur métier en double, mais pas là-dessus. Et ma mère faisait des bûches de Noël. Elle les faisait elle-même. Elle faisait un gâteau plat, là. Oui. Moi, j'aimais ça, je la regardais faire. Elle faisait un gâteau plat, ensuite elle roulait, puis elle mettait du crémage, des confitures. Non, c'était des confitures aux fraises qu'elle avait faites sur le gâteau, puis là, elle roulait. Puis là, ensuite, on la regardait faire parce que nous autres, on ramassait tous les cossins. Tu sais, les cossins qui servaient à faire le crémage. Vous lichiez les cuillères. Oui, tout ça. On était autour, puis c'était chacun notre... Ah, c'est des beaux souvenirs. Elle faisait des maudites belles bûches de Noël. Puis c'est drôle, hein? Après les fêtes, après les rois, on mangeait la bûche. Mais elle était presque plus mangeable. Mais on la mangeait pareil. Elle était rendue dure. Moi, c'est quoi que ma mère était bonne pour Ah, faire? oui, Des non? plots. Ça, c'était quoi, des Moi, je plots? le dis à chaque année, ça, parce que ça ferait le monde qui ne vient pas de la Mauricie. C'est quoi, ça, des plots? C'est comme une pâte, là. Puis tu mets comme ta viande dedans, là. Ça fait vraiment comme une boule de neige, admettons, là, comme pour l'image. Fait que c'est de la pâte. Tu fais cuire ça dans du ragoût de pâte de cochon. C'est extraordinaire. OK, non. Nous Je autres, vais sûrement vous en reparler. OK, ça, il appelle... Des Non, plots, au Lac-Saint-Jean, non, je connais pas. Je connais pas, parce que nous autres, il y avait du ragoût de pâte, Oui. avec des boules, avec des vraies boules. Puis il y en a qui, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'arrive avec ça. Il dit, c'est des gosses de nègre. Ça, on pourrait Non, dire ça aujourd'hui. vrai. Oui. Vrai comme t'es là. Puis je le dis pas de façon méprisante, là. Je l'ai entendu. Mais dans le temps, il n'y avait tellement pas de censure de rien. Hein. Ça a changé total, là. Oui. En tout cas. Alors, c'était du ragoût de pâte avec des boulettes. Faites-vous un arbre de Noël, vous, chez vous? Hein? Décorez-vous Noël, vous? Ben oui. OK.
Oui, un petit peu pendant une semaine. C'est sur le fun. Moi, j'ai assez hâte, là. Moi, je vais attendre au moins mi-novembre. Là. Je me retiens. Ben, c'est notre folklore. Puis au moins une soirée, OK? Une soirée, tranquille, dans l'auto autant que possible ou à la maison. J'aime écouter toutes les cantiques de Noël. Pas indéfiniment, mais une soirée. Ah, moi, ou un après-midi, là. j'adore ça, moi. Parce que, José, c'est notre folklore. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que je viens de dire? J'aime l'écouter seul. Je veux pas écœurer personne avec mon folklore puis mes croyances. Oui, c'est ça. Ça nous appartient, chacun d'entre nous. Ouais. Puis j'ai hâte que le vivre ensemble, ça va être ça. T'as le droit à toutes tes croyances. Viens pas m'écœurer avec au travail ou dans l'espace public. La décision de la Cour suprême est très lourde de conséquences. Moi, j'ai l'impression que mon recherchiste va me remettre ça, ce jugement-là, d'en face tous les matins. Parce que j'essaie déjà de faire entendre des chansons de Noël, puis il veut rien savoir. Je le taquine avec ça. Alors, nos traditions, notre folklore, Ouais. puis ceux qui viennent d'ailleurs, vous avez vos traditions, vous avez votre folklore, on vous écœurera pas, vous avez le droit, vous ne serez pas mis en prison, peu importe les idées loufoques que vous avez. Et cette histoire-là, puis je le dis respectueusement, puis avec beaucoup d'admiration pour les Autochtones du Canada. Vous avez vos croyances, puis je les respecte, puis vous avez toutes sortes d'idées, mais vous ne pourrez pas les imposer à d'autres qui n'y croient pas. Ouais. Hey, mais on est loin du sujet qu'on veut aborder. On va y revenir Mais parce que c'était la bonne pause nouvelle. s'en C'était vient. la bonne nouvelle du jour. Ah, mais je suis contente que Mais vous en là- ayez parlé parce qu'effectivement, c'est intéressant. Là. Oui, puis oui, c'est relié au sujet du jour. Regarde-moi bien venir. Allez-y, parce qu'en plus, c'est votre sujet. Mais c'est vrai, allez-y, présentez-nous ça, votre sujet. Bon, ben ce matin, écoute, j'ai été confronté à la morosité, au pessimisme, au défaitisme. Je lis Nathalie Lévy. Nathalie Elgrabli-Lévy, Oui, oui. c'est une femme brillante en Oui. économie, c'est une référence. OK? Elle a une chronique dans le Journal de Montréal. Puis elle a enseigné. Et, Elle a enseigné à un de mes enfants. chanceux, j'aurais aimé ça l'avoir comme prof, moi. Très bonne enseignante. Mais en tout cas, Justin Trudeau n'a pas dû l'aimer ce matin, hein? Bon, maintenant, la finale, la dernière phrase de sa chronique. Malgré tout, écrit-elle, il reçoit tous les honneurs. Elle dit, quand une société vénère la médiocrité, quand la consécration précède l'action, son déclin n'est-il pas imminent? Défaitisme, pessimisme. Denise Bombardier, sa dernière phrase de sa chronique. Pas votre Denise. Ma Denise, que j'admire beaucoup puis que je lis religieusement. Oh! Dernière phrase, je la cite. L'air du temps fuit vers le vide de la distraction. Tabarnouche, ça va pas bien. Je continue mes lectures. J'arrive sur Loïc Tassé. Loïc, un matin, il est pessimiste. Sais-tu qu'est-ce qu'il a écrit? Je vous lis le petit paragraphe, ce sera pas long. Donald Trump entreprend aujourd'hui un voyage d'une dizaine de jours qui le mènera au Japon, en Corée du Sud, en Chine, au Vietnam et aux Philippines. Il est le premier président américain qui va faire toute une tournée. OK? Écoutez bien la phrase suivante. Nul doute que plusieurs de ces pays le recevront avec une magnificence destinée à flatter son narcissisme. José, j'étais découragé. Non, un matin, là, morosité, pessimisme, défaitisme. Aïe, aïe! Mais vous, là, vous lisez. 3 novembre. Vous lisez ça, puis là, vous m'appelez José, en plus, avec la pluie, avec le mois de novembre, avec... là, on est dans la morosité. Mais la question qu'on va Ça vous dit poser... Non, mais moi, je suis pas morose du tout. Mais le temps, Oui, le oui, temps est à oui. la morosité. Oui, oui. Et là, on va vous poser la question. Vous, est-ce que ça vous affecte, la morosité des autres, l'humeur des autres? Est-ce que ça vous affecte? Est-ce que ça vous dérange? Comment vous gérez ça? Puis on peut le ramener dans le quotidien. C'est ça. Vous avez des collègues, là, mais tout le temps en train de se plaindre. Qui sont débordés, ça n'a pas de bon sens. Qui sont stressés, ça n'a pas de bon sens. Qui n'ont pas de reconnaissance. Qui sont pas payés assez cher. Mais ça n'arrête pas, là. Moi, j'ai déjà connu ça en passant, Mais du oui. monde de même. Mais Ou oui. encore,
Vous arrivez à la maison, au travail, tout va bien. Ben là, c'est votre conjoint, là. Ou votre conjointe. Oui. Puis ça va mal. Puis c'est tout le temps compliqué. Puis c'est... Comment vous gérez ça? On est en dette, on est ruiné, puis on est sur le bord de la faillite. Puis qu'on fait donc pitié. C'est ça. Hey, le déclin, l'apocalypse, aïe aïe, le vide de la distraction. Alors donc, on va aller à la pause. Et semblerait-il qu'on a une petite surprise aussi pour aller à la pause. Alors, allons-y gaiement. Et au retour, nous allons parler de morosité et de mauvaise humeur. Rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Aujourd'hui, on aimerait savoir si l'humeur des autres vous dérange. Si et l'avez-vous déjà vécu, puis comment vous avez géré ça? Tu sais, même dans un même emploi, là, tu travailles avec un collègue et que c'est le fun. C'est plaisant, ça va bien, t'as hâte d'arriver travailler le matin. Puis le même emploi, tu changes de collègue qui, lui, est morose, ça change toute la dynamique. il y a plus. J'ai utilisé les mots pessimisme tout à l'heure. Morosité, pessimisme, défaitisme. C'est pas tout à fait synonyme, mais c'est dans la même foulée. Il y a tous les adultes qui voient toujours, ou très souvent, le mauvais côté. Oui. Ben là, qu'est-ce que ça donne? Ça marchera pas. Tu sais, ils voient tout le temps le mauvais côté. Ça devient lourd. Il y a des gens qui leur demandent quelque chose, c'est non. Puis après, ils réfléchissent. Mais leur premier réflexe, c'est non. Je les appelle les contristes. Les contristes, ils sont contre tout. J'ignore si le mot existe, José. Mais moi, je les appelle les contristes. Ce sont des personnalités, souvent des traits de caractère, ou des individus écrasés, opprimés, qui sont contre tout. Et, effectivement, est-ce que tu savais que j'ai déjà eu un confrère psychiatre qui disait, à chaque fois qu'on lui faisait une proposition, c'était d'abord non? Et même dans votre pratique. Mais il était très bon avec les patients. Il faisait de très bons diagnostics. OK? D'individus lourdement atteints de maladies psychiatriques. Okay. Bon traitement. Mais t'embarques-tu sur tel comité avec nous autres? Non. C'est des affaires de même, là? Tout le temps. Tout le temps. Après ça, changeais-tu d'idée ou bien Es-tu disponible pour une réunion? Ouais. Non. C'était non tout le temps. On le savait. Puis, mais c'était un bon psychiatre. Et au niveau diagnostic, c'est avec ce psychiatre-là que j'avais le plus haut taux de corrélation au niveau diagnostic. Okay. Alors, si lui voyait un patient, faisait un diagnostic de schizophrénie, je voyais le même patient, j'arrivais au même diagnostic. Et vice-versa. OK. Mais c'était non. Tout le temps. Surtout. Je trouve qu'on se promène aussi avec... c'est-tu génétique, ça? Tu sais, c'est parce qu'il y en a qu'on dit qu'ils ont le gène du bonheur. Là. Moi, je pense juste ce gène-là. Moi, c'est le verre à moitié plein. Puis, mais c'est-tu génétique ou c'est une question de valeur, de comment voir la vie, José, il y a deux sources. Inné, acquis. Inné, ça veut dire transmis par les gènes. Acquis, ça veut dire influencé par l'environnement. Il y a les deux. Il y a les deux. Alors, tous les enfants qui ont été écrasés en bas âge, dénigrés, ridiculisés, ils sont tous moroses, pessimistes, défaitistes. OK? Par contre, il y a des individus qui n'ont pas été écrasés, mais dans leur génétique, ils voient toujours le mauvais côté des choses. Ouais. Ça marchera pas. Non, ça marchera pas. Une façon de voir aussi le tempérament, là, c'est sur la route. Tu vois le tempérament des gens. J'ai envie de vous raconter ce que j'ai vécu hier en sortant de la job. Lâche-toi. T'es à la bonne tribune. Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Hier, je sors du travail, je prends mon auto. Je m'excuse si vous êtes à Gatineau, là, ça vous dit absolument rien, la Côte-Saint-Sacrement. Pour ceux qui sont à Québec, là, vous allez comprendre, vous avez l'image. Mais on est en Haute-Ville, on descend en Basse-Ville. Ça fait qu'on descend une côte. Et dans le bas de la côte, là, on a le boulevard Charret. Puis là, tu peux continuer tout droit, tu peux tourner à droite, tu peux tourner à gauche. Moi, je suis dans le centre. En arrière de moi, il y a un automobiliste qui, lui, tu sais, quand tu arrives en bas, là, ben là, tu as des petits pointillés, fait que tu peux aller te placer à gauche. Mais là, la lumière est rouge. Fait qu'il n'y a pas de presse, là. Oui. Là, la madame,
Elle me klaxonne. Je suis elle est donc bien pressée. Elle me klaxonne. Fait que là, je me dis, bon, je suis de bonne humeur. Moi, m'avancer, ça express avec ça. Fait que je m'avance un petit peu. Puis là, c'était à peine, ça peut aller se placer dans la voie de gauche, là. Puis elle n'aurait pas perdu sa place en passant. Ça avait attendu, là. C'était la seule. C'était elle, la prochaine. Savez-vous ce qu'elle a fait? Hein? Elle a accéléré. Elle a passé à côté. Puis elle a accroché mon miroir tellement qu'elle est passée proche de mon auto. Puis savez-vous ce qu'elle a fait? Rien. Elle s'est même pas excusée. Elle a même pas fait « oups ». Rien. Elle s'est faufilée dans la voie de gauche. Est-ce qu'elle a brisé ton miroir? Ben, elle l'a accroché. Il y a une égratignure. Là, en passant, j'espère que mon conjoint n'écoute pas parce que j'y ai pas dit encore. Mais en tout cas, fait que j'étais vraiment... Là, je me dis, ben voyons donc. Là, je suis pas pour débarquer de mon char et aller l'engueuler. Ça réparera pas, mon miroir. Tu sais? Puis là, après ça, je me dis, je souhaite juste être capable de passer à côté puis... Bravo, madame, juste de faire ça. Puis là, après ça, je me dis, non, je suis trop mollassonne. J'aurais-tu dû l'engueuler? J'aurais-tu dû faire de quoi? Là, j'ai pris son numéro de plaque. Je me dis, ben non, je suis pas pour appeler la police parce qu'elle m'a accroché. Mais je trouve ça plate. Elle a peut-être passé une mauvaise journée au bureau. C'est pour ça que je fais le lien, là. Elle a peut-être passé une super mauvaise journée. Puis elle, juste d'attendre, là, c'était trop long. Puis là, après ça, je me suis avancée quand même, là. Tu sais, je l'ai même aidée. Ben non, elle m'accroche mon miroir. Puis même pas capable de s'excuser. N'oublie pas, il y a l'hypothèse de la mauvaise journée. Beaucoup de monde sont sur la cocaïne et les amphétamines. Le Wellbutrin sont sur des psychostimulants. Vivance. Et ils sont gazés en cambousse. Ah ouais, ça donne des comportements... Oui. Les psychostimulants stimulent votre coco. Puis si votre coco est pas fort, ben ça peut vous amener à avoir des comportements comme ça. Mais cette madame-là, là, moi, je n'ai eu à paix après, là. Mais elle s'en va quelque part chez eux, là, le soir. Eh oui. Les enfants qui sont pognés avec ça, le conjoint qui est pogné avec ça, ça doit pas être drôle. Ah oui, frustrée puis elle est gazée. Elle est gazée de façon naturelle, elle a été gazée par des événements survenus au travail ou elle est gazée par des produits exogènes. C'est important qu'on se parle de cocaïne, d'amphétamine, de vivance, parce que le vivance, c'est un psychostimulant, comme le Ritalin. C'est une amphétamine. C'est une amphétamine comme le speed est une amphétamine. Fait que tout ça, là, c'est des influenceurs d'humeur aussi, là. Oui, et ça agite la personne. C'est du speed. Speeder. Vous connaissez l'expression? Speeder, énervé, gazé. Chaque coin a ses épithètes, là, quand quelqu'un est fébrile. Ça enlève pas le jugement qu'elle aurait pu... je m'excuse. Tu sais, ça aurait pu, là. Oui, ça enlève le jugement. Oui, ça enlève ça aussi. Ben oui, c'est pour ça que la poudre au volant, c'est pas trop bon, parce qu'ils sont gazés, et puis ils viennent enrager, ils sont très irritables. Ils tolèrent mal les frustrations, sont irritables. Oui. À la réponse à notre question, Doc, on a Nathalie qui nous a écrit sur la page Facebook, Doc Mayou et José, à savoir, êtes-vous influencé par l'humeur des autres? Elle dit, je suis coiffeuse. Elle envoie-tu des humeurs, elle? Elle dit, je suis coiffeuse. Je peux maintenant mettre une barrière entre ma clientèle et moi, mais les gens près de moi, ça me dérange plus, dépendamment de ma fatigue morale, personnelle, mais chose certaine, la bonne humeur autour de moi me donne des ailes. Alors, elle prend, les autres est capable de mettre une barrière, mais quelqu'un qui est de bonne humeur, ça l'influence. Oui. Elle dit, par contre, malgré la mauvaise humeur de mes proches, je ne perds pas la mienne. On dirait que je souris encore plus. La bonne humeur, c'est contagieux. Elle a raison en partie. Ça influence, en autant que la bonne humeur n'est pas surfaite. Oui, il faut que ce soit authentique, là. Voilà. Si la bonne humeur est affectée, c'est-à-dire exagérée, surfaite, là, ça a l'effet contraire parce que ça crée un malaise. Ouais. Alors, quand vous êtes de bonne humeur, beurrez pas trop épais parce que vous allez créer des... Ouais. On a toutes des images en tête. Hein? On a des noms, des faces qui nous... Écoute, mon fils aîné, quand il était jeune, à un moment donné, il arrive aux côtés de moi. Puis il était vraiment petit, je sais pas trop quel âge, 3 ou 4 ans. Il dit, Papy, je me fais des petits films dans ma tête. Il avait découvert son imagination. Ah, c'est bon, ça. Ouais, vrai comme t'es là. Ah, c'est bon. Il dit, Papy, je me fais des petits films dans ma tête.
En tout cas, comme scout, j'espère que vous avez vu ça tout de suite au premier degré. Là. Vous n'êtes pas dit, oh, il y a peut-être des plus grands films. Non, je taquine. C'est la découverte, la conscience de son image. Ouais. Et c'est ça que tu fais. En imaginant, mais c'est spontanément, on échange, puis là, il devient des images mentales. Oh oui. Alors, l'imagination, le souvenir, les flashs. Oui. Il y a différents mots, là, Oui. mais on tourne autour de ça. Oui. Et il y a des individus, alors c'est inéquitablement réparti, l'imagination. Il y en a qui en ont beaucoup, il y en a qui en ont pas beaucoup. Et ça sert à quoi exactement? C'est comme... Je m'interroge là-dessus depuis plusieurs années. La vie fantasmatique puis l'imagination, l'imaginaire. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a des différences? À quoi ça sert? Tu sais, il n'y a pas grand-chose là-dessus et ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Il y a des individus qui ont beaucoup d'imagination, ils ont un imaginaire. Alors, imagination, imaginer, imaginaire, c'est plutôt un monde intérieur. Vie fantasmatique, les fantasmes, c'est pas trop synonyme, mais demande-moi pas les distinctions fines, là. Va pas trop vite, pas trop loin. Au niveau de la créativité. Imagination, imaginaire, vie fantasmatique, vie intérieure, intériorité, très variable d'une personne à l'autre. Ça, je peux au moins dire, c'est la seule certitude que j'ai, là, c'est qu'il y en a qui en ont à peu près pas, puis d'autres qui en ont beaucoup. Puis il y en a qui peuvent ne pas avoir une vie fantasmagorique. Fantasmatique. Et qui peuvent avoir, par contre, de l'imagination, un imaginaire. Parce que si on a été écrasés au niveau de la sexualité jeune, au niveau des fantasmes, c'est peut-être différent. Il y a tout... Tranquillement, là, on a encore beaucoup à faire pour mieux comprendre le psychisme humain dans toutes ses différences. Ouais. On doit s'arrêter pour aller à la pause. On s'en va où avec ça? Mais là? c'est intéressant, j'aime ça. Okay. On jase. Alors, on va à la pause. Et on veut vous entendre. Si t'aimes ça, je suis content. Oui. On va à la pause au retour. Qu'est-ce qui vous affecte moralement? La température vous affecte-tu? Tu sais, comme là, c'est gris. Là. Je suis pas mal certaine que c'est pas mal gris à la grandeur du Québec aujourd'hui. On a eu beaucoup de pluie les derniers temps. Ça affecte votre moral? Moi, je connais même du monde qui m'ont déjà dit ne pas regarder les bulletins de nouvelles parce que ça empestait leur morale. J'ai souvent entendu cette confidence-là. Il y a beaucoup de monde qui s'abstiennent d'écouter l'actualité parce que ça les rend moroses et défaitistes. Et ils voient uniquement les mauvais côtés de tout ça. Mais c'est-tu vrai, ça? Moi, quand j'entends ça, je me dis, c'est juste parce qu'ils sont pas intéressés. Pour voir si ça t'affecte à ce point-là. Écoute, c'est très variable. Et je reviens à Loïc Tassé avec sa chronique de ce matin. C'est un type influent. C'est un type qui est brillant. Et, de par sa crédibilité, il peut influer sur la réflexion de beaucoup de monde. Oui, mais de là à perdre son humeur. Et la rendre morose, la rendre défaitiste. Tu sais, le président des États-Unis fait une tournée exceptionnelle en Asie. Il ne voit qu'un côté inutile et futile à ça. Aïe, aïe. Non, mais regardez, Doc. On va finir par la pause, là, mais... Oui. Moi, un événement, on n'en a pas parlé dans l'émission, mais qui m'a... qui est venu me chercher, c'est toute l'histoire là de Ouellette, l'UPAC, l'AMF cette semaine. Bon, là, c'est qui croire? C'est toute ta game de pouvoir, d'argent, qui dit vrai. Ça amène du cynisme. Là. On s'entend, on regarde ça, puis en tout cas, moi, ça venait me chercher. Mais ça m'a pas affecté le soir rendu chez nous, là. Tu sais, je pense qu'on peut y aller par département. Là. La température ne m'affecte à peu près jamais. Mais l'humeur de mes proches peut m'affecter. Ça, c'est... Ouais. Tu sais, on a tout... C'est ça. On a tous chacun nos choses, mais ne pas craindre de bien identifier autour de soi ceux qui ont une influence négative sur nous. Oui. Bon, on pourrait peut-être dire ça. Là. Oui, comme la question... Parce et pour revenir à Guy Ouellette puis Lafrenière, c'est difficile de demeurer distant de ça. Parce que c'est la base de notre fonctionnement parlementaire. Démocratie, Tu sais, regardez ce qui se passe en Espagne, là. La semaine prochaine, je suis en train de mûrir ça, là. Moi, je suis scandalisé du fait qu'un juge
Écoute, une crackpot en Espagne qui a fait incarcérer les députés du Parlement catalan pour pas qu'ils se sauvent dans un autre pays. 2017, hier. Es-tu folle? C'est inquiétant. Alors là, attends un peu. Bon, ça, c'est... Hey, c'est l'Espagne. Je pensais que c'était un pays civilisé. Dans le tiers-monde, là, c'est ça, là. Maudite république de bananes. Et là, on nous arrive dans notre Parlement avec l'histoire qu'il y a une gang de police qui va se mettre à faire de la filature sur les députés. Hey! Wow! Attends un peu, là. Oui. Hey, Doc, faut s'arrêter. On va à la pause. Au retour, avez-vous déjà fait du ménage dans votre vie de gens grugeurs d'énergie vous-même? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui contamine aussi l'humeur des autres, là? Parlez-nous de ça. Qu'est-ce qui influence votre morale dans la vie? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Est-ce que votre humeur, on peut jouer avec? C'est un peu ça, là. Oui, Est-ce que vous êtes d'une humeur stable ou au contraire, vous vous laissez influencer par des événements extérieurs, que ce soit la météo, l'humeur des autres? Juste avant de parler avec Sébastien, on a Mélanie qui a écrit. Oui. Elle dit, plus que j'ai du sexe, plus que je suis de bonne humeur. Fait qu'elle, la sexualité, ça la rend de bonne humeur. Elle doit avoir un bon amant, par exemple, là, ça prend ça. Mais quand j'ai lu ça, ça me faisait penser, tu sais, quand tu tombes en amour, là, il peut arriver n'importe quoi, là. T'es de bonne humeur. L'émotion qu'il y a en toi, là, c'est fort, là. Fait que je me demande s'il n'y a pas de quoi au niveau des hormones ou de je sais pas trop quoi. Bon. Alors, effectivement, Mélanie, il y a des raisons biologiques qui expliquent votre réaction. Une femme qui jouit beaucoup, une femme qui est ardente sexuellement, va faire sécréter à son cerveau beaucoup d'endorphines. Et c'est un analogue de la morphine. C'est très agréable. Alors, les femmes ardentes sexuellement ont avantage à exploiter ce cadeau extraordinaire de la nature. Mais à l'inverse, on dit qu'il y en a qui sont frustrés sexuels. Tu sais, quand ils ont des airs de bœufs, là. Ils ont vraiment des airs. Puis on dit ça, check le frustré sexuel. Fait qu'il y a peut-être de quoi de vrai là-dedans. Ben c'est sûr. Puis de plus en plus, on va avoir des explications fines. Depuis qu'on a découvert, écoute, ça fait pas tellement longtemps qu'on connaît le rôle des endorphines dans le cerveau, qui est à la fois analgésique et euphorique. Alors, les joueurs de football, on comprenait pas qu'ils se cassaient un doigt, puis ils pouvaient même se fracturer une malléole, puis continuer à jouer. Mais après la partie, par exemple, il avait mal. Alors, dans l'activité, dans l'intensité de l'activité de plaisir, que ce soit sexuelle ou sportive, ils peuvent se blesser, le cerveau déclenche des endorphines, ils ne sentent pas de douleur. Et ils sont même, là, intenses. Oui. Hey, mais appelez-nous, avez-vous déjà été frustré sexuel? Non, mais pas vrai. On peut tester la théorie en ce vendredi, là. Ben oui. On va parler avec Sébastien de Québec. Bonjour, Sébastien. Oui, salut. Tantôt, José, tu passais un commentaire, là, la madame là, qui disait moi, l'actualité, j'écoute pas ça parce que ça me démoralise. Là. Mais moi, c'est un petit peu ça là, que je parlais avec ma femme justement hier, là, avec tout ce qui se passe, là, les affaires sexuelles, là, des bosons, parents, puis tout ça. Les dénonciations, oui. Ouais, mais c'est juste, tu sais, eux autres, là, les parents, puis l'autre avec l'alcool au volant, là, qui est un animateur de radio. Tu sais, c'était des bien-pensants, c'est toutes des têtes bien-pensantes qui portaient des jugements élaborés, puis là, on regarde ce qui se passe, puis c'était tout le temps en train de juger le monde, amener des commentaires pour nous remonter, mais en fin de compte, c'est eux qui se retrouvent à être en bas. Après ça, les histoires de politique présentement, là, de l'UPAC, tu sais, il y en a un des deux, c'est une certitude qu'il y en a un des deux qui ment, là. C'est pour ça que c'est deux personnes. Sébastien, non. Non, vous devez considérer ça, c'est une possibilité, un scénario plausible, ce que vous venez de dire. Pour l'UPAC, là, qu'on pense? Oui, mais les deux peuvent nous dire la moitié de la vérité. Ils mentent à des degrés différents, comme dirait Doc Mayou. C'est-à-dire? Ce qui veut dire qu'il y a un mensonge des deux côtés de base. Pas nécessairement. Ils ne peuvent pas tous les deux dire la vérité. Attendez un peu.
il y en a un qui peut mentir, l'autre peut dire la vérité. Les deux peuvent nous dire une demi-vérité et les deux peuvent nous dire la moitié du mensonge. Mais il y a de la menterie. C'est ça, à partir de là, il y a une menterie. Non, ça se fait pas de vérité, Doc. Non, attendez un peu. C'est que l'hypothèse où les deux nous auraient dit une demi-vérité, mais n'auraient pas tout dit. Oui, mais ça fait un demi-mensonge. Là. Non. Alors, ne pas dire toute la vérité, ce n'est pas mentir, c'est cacher une partie de la vérité. OK, mais ce qui amène à arrêter M. Ouellet, c'est que, en tout cas, on va y aller de même, supposément, c'est qu'il aurait dévoilé des informations qu'il n'aurait pas dû. Il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas eu... Non, mais c'était pour ça qu'ils ont fait c'est pour ça qu'il a été genre suivi, tout ça, là. C'était ça à la base. On le sait pas. On le sait pas, il n'y a pas d'accusation. Non, alors, mais vous comprenez l'histoire de cacher une partie de la vérité? Alors, c'est bien important de comprendre qu'il y a une différence entre mentir et ne pas dire toute la vérité. Omettre de dire tout. Omettre une partie. Ouais. C'est simplement cacher une partie de la vérité. Mais Sébastien, parlez-nous de allez-y. Bon, ça vous affecte-tu, ça? Oui, allez-y. Ben, regardez, moi, c'est ça, justement, j'en parlais avec ma femme hier, puis je me disais, crif, avec tout ce qui se passe, là, scandale sexuel, l'alcool au volant d'un hautain, après ça, les packs, après ça, les élections à mairie présentement, là, j'ai écouté un autre poste de radio hier, là, puis le Baume était là avec l'animateur, puis là, il parlait. Puis, moi, j'ai invité Québec 21, puis ils ont décidé de pas venir, fait que, en tout cas, vous êtes venus, mais c'est parce que le Baume, il n'a jamais été à Sylvain Bouchard, il n'a jamais été à Fillon, tu sais, c'est tout le temps de dire des affaires qui fait quel est l'autre, mais Gab, tiens, toi, dis des affaires pour toi, mais... Continuez avec votre conjointe, vous avez eu une conversation, ça nous intéresse beaucoup. Oui. Qu'est-ce qui est écrit? Oui. Votre conclusion, ça a été quoi, là? Ben, c'est... là, après ça, moi, j'ai été... honnêtement, là, du travail au noir, j'en ai fait, puis des affaires de même, mais tu sais, j'ai jamais pris de l'argent à quelqu'un qui m'appartenait pas, j'ai jamais volé directement, j'ai jamais... agressé, j'ai jamais, tu sais, le plus droit possible, là, à part, comme je vous dis, là, mettons, travail au noir, si on y va de même, là. Ça peut vous rassurer, Sébastien, le travail au noir est la seule vraie économie entre deux individus consentants. Alors, le modèle économique pur, c'est la transaction qui survient entre deux personnes. Mais c'est la base de l'économie. Ça, on en parlera. La loi, là, on en parlera. Oui. Mais le travail au noir, lorsqu'il survient entre deux parties consentantes, c'est la base de notre économie. Oui, mais le gouvernement, il n'est pas consentant. Le gouvernement, les têteux et les voleurs, là, légaux, ça, c'est une autre affaire. Continuez, Sébastien. On ne se mettra pas dans le trouble là, à cause de ça. Non. Le point qui m'amenait à ça, c'est que aussi, moi, avant, j'étais un salarié... qui gagnait 30-35 000, là, OK? Oui. Puis là, j'en gagne 75 000 aujourd'hui. Oui. OK? Avec un fonds de pension puis une job garantie. Oui. Puis je le sais, là, que je suis privilégié là-dessus, là. Oui. Et je sais très bien que je suis un très privilégié là-dessus. Puis, je m'en veux, mais tu sais, je suis comme gêné un peu parce que la job que je fais est bonne, là. C'est une job qui est pas évidente, mais c'est pas non plus, je suis pas médecin, là. Puis, j'ai comme une culpabilité là-dessus. Puis, là, ce que je parlais hier avec ma femme, c'est Chris, ça vaut-tu la peine d'être honnête tout le temps? Si à voir tout ce qui se passe, la malhonnêteté, les cachotteries qui se disent... OK, là, là, par exemple, on vous suit. Ça me donne quoi d'embarquer dans tout ça? Femme, Sébastien. Elle dit, regarde là... oui, qu'est-ce qu'elle a dit, votre conjointe? Quand tu te couches, là, tu te sens-tu bien? Là? Tu te sens-tu malheureux ou tu te sens-tu malhonnête? Est-ce que tu as peur de quelque chose, de te faire revenir dessus, d'avoir froissé du monde, d'avoir blessé du monde? Non, bon, fait que tu dors, t'es léger, les épaules légères, fait que ça s'arrête là. Le reste, là, ces autres, ils sont croches, qui s'accrochent. Okay. Mais ce qui m'énerve là-dedans aussi, c'est les autres qui c'est sûr que c'est un débat d'opinion. Là, moi, mon opinion, exemple, je vais voter pour Québec 21. Mais j'ai de la misère à comprendre pourquoi que le monde vote avec le Baume en disant que 21, il n'y a pas d'expérience. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'expérience. C'est quoi? Il n'y a pas d'expérience. Sébastien, on va laisser faire la campagne électorale, là, puis la cabale. C'est juste que c'est même que je vois ça, là, tu sais, ça me donne quoi mais Sébastien, regardez, ce qui est le fun dans notre société, là, c'est que on a un certain degré de liberté. Et l'autre, là aussi. Vous avez droit à votre opinion.
L'autre a le droit à la sienne. Et c'est ce qui nous distingue des tribus totalitaires. Ouais, démocratie. Oui, ça fait ça. OK? Et maintenant, vous avez soulevé un point qui m'interpelle beaucoup. Jusqu'où j'ai avantage à être honnête tout le temps quand je suis entouré de crosseurs? La question se pose, mais elle ne se pose pas par rapport à l'honnêteté. Elle devrait se poser par rapport aux crosseurs. Les identifier, n'en parler ouvertement, et de plus en plus, on les débusque, que ce soit des abuseurs sexuels, des agresseurs, des crosseurs financiers à la Lacroix. On commence à en avoir ramassé une couple. Ouais, c'est ça, il faut le voir de l'autre côté. Oui, exact. C'est pas au niveau de la valeur pas de nous autres l'attitude. mal tournés, mais plutôt des débusqués. Oui, et écoutez, il y a du journalisme d'enquête maintenant. Ça n'a pas toujours existé, Sébastien. Les journalistes d'enquête, ils sont tannants dans le sens positif. Mais j'ai une question juste avant d'aller à la pause, Sébastien. Si vous aviez été un entrepreneur, là, ça veut-tu dire... J'ai été entrepreneur, c'est ça. Quand je gagnais 30-35 000, là, j'étais entrepreneur. Parce que toute l'histoire, là, la commission Charbonneau, là, tu sais, mais un tel faisait ça, un tel faisait ça. Si vous aviez été dans ce milieu-là, ça veut-tu dire que vous auriez été, je sais pas, plus susceptible d'embarquer avec les autres, ça veut dire? J'en ai aucune idée. Je pense... c'est peut-être que c'est une affaire que t'embarques tranquillement puis la machine t'embarque, là, mais moi... Sébastien, faites-moi plaisir. Qu'est-ce que vous avez fait comme travail au noir? Ah, j'installais des systèmes là dans des restaurants, puis quelquefois quand c'était des restaurants où est-ce que, mettons, des cantines ou des affaires de même, le client me payait en argent. Là, j'avais des systèmes que je récupérais, je chargeais rien pour démancher un système à quelque part, puis je récupérais le système, lui ça coûtait rien, puis après ce système, je pouvais le réinstaller, la personne me donnait, mettons, 1500$, puis ça payait le système que j'ai pas payé, plus ma main-d'œuvre, la tuyauterie. Fait que, oui, puis on déclarait pas ça, ça figurait pas dans les revenus annuels. Non. Allez, on doit se quitter là-dessus, Sébastien. Sébastien, merci. Sébastien, c'est la base de l'économie. C'est la base de notre économie. Salut, Sébastien. Bye-bye. Bonne journée. En passant, Doc, là, savez-vous quoi? Je pense pas que ça existe, quelqu'un qui a jamais fait ça. Soit payer au noir ou faire du noir. Te souviens-tu, lequel politicien aux États-Unis qui avait engagé une immigrante puis a payé au noir? Souviens-tu de ça il y a plusieurs années? Elle s'avait fait. Ah non, c'est... En tout cas, lequel qui avait fait ça? Soit au Canada ou aux États-Unis, c'est une vieille... Écoute, il se battait la gueule contre le travail au noir, puis il avait embauché une immigrante, il a payé cash, puis d'être là. Aïe, aïe, aïe! Allez, on s'arrête, on va à la pause. Au retour, on veut vous entendre. Qu'est-ce qui affecte votre morale? Ou qui? On en a une. Elle dit, j'ai un bébé de 6 mois. Oui. Et ma mère me déprime. Elle offre beaucoup de cadeaux. Cependant, elle me veut insécure et dépendante d'elle. De façon subtile, elle dénigre mes capacités de materner mon bébé. Bon. José, épidémique à l'heure actuelle au Québec. Non, je vais être plus raffiné. Endémique. Endémique, ça veut dire qu'il se répand. En voie de devenir épidémique. Oui. Alors, c'est endémique actuellement au Québec. Une tendance lourde de ce côté de la part des mères avec leurs filles qui ont des petits bébés. On va à la pause là-dessus. Tendance lourde. On va à la pause. On veut vous entendre au retour. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Au réseau Cogeco, le Doc Mayou, José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault, cette émission s'adresse à un public averti. Ça veut dire que des fois, ils disent des mots comme ou nous gorgé. On a une confirmation. On a Michel qui nous a écrit, Doc Mayou. Et il nous dit, après 6 mois sans sexe, je vous confirme que ça affecte mon moral. Il en dit pas plus. Alors, la sexualité, ça peut influencer le moral des gens. Moi, j'aimerais vraiment savoir si c'est une expression méprisante ou c'est vrai. Un frustré sexuel, là. Tu sais, quelqu'un qui est vraiment frustré parce qu'il n'y a pas de sexualité. Ah non, il n'y a pas de mépris là-dedans, c'est un fait. C'est un fait et la réaction la plus fréquente chez les hommes frustrés sexuellement, c'est de l'irritabilité et des gestes agressifs. Claquer les portes.
coup de poing dans le mur. Mais ça, c'est quand tu as une conjointe. Parce que quand tu es célibataire, tu sais. Oui, avec la conjointe, oui. Alors, ça peut, il y a facilement des comportements agressifs chez beaucoup d'hommes lorsqu'ils sont frustrés sexuellement. Oui, parce que ça doit être différent, Doc Mayou. Quand tu es célibataire, tu le sais que tu n'as pas de sexe, c'est le même, c'est la vie, c'est la réalité. Mais quand tu as une conjointe ou un conjoint, puis que ça marche pas, là, sexuellement, au lit, la libido n'est pas à la même égalité, elle n'est pas au même niveau, c'est là que ça doit être plus frustrant. Parce que tu le sais que tu pourrais, mais tu l'as pas. C'est effectivement. Alors, il y a toutes des différences, des variables là, dans la situation. Une femme qui est frustrée sexuellement, ça ne se manifeste pas par de l'agressivité ouverte. Ça se manifeste par de l'irritabilité, par de la déprime, par une diminution de performance, par un certain désœuvrement. Il y a différentes manifestations. Chiolage. Les reproches, chiolage, effectivement. Différentes formes selon les femmes. Puis c'est beaucoup plus insidieux, c'est plus discret, c'est moins ouvert. L'impatience. Oh, on a un frustré sexuel en ligne. Allons-y. Salut Sylvain. Oui, bonjour. Sylvain. On vous écoute? Frustré sexuel depuis 20 ans, mais hors statistique, en couple avec 2 enfants, les miens. Je me suis souvent plaint qu'une fois par semaine ne me suffisait pas. Ben oui. Ça a même déjà été aux 2 semaines, à l'occasion. C'est dérangeant, oui, ça cause de mauvaise humeur, puis ça finit même par vous pouvoir détruire le couple, je dirais. Non, laissez faire détruire le couple, non. N'employez plus jamais cette expression-là, OK? D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Le couple, c'est parce que ça n'existe pas. Détruire le couple, ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce que vous avez comme comportement de frustration? On peut dire la relation? Il dira, je veux pas vous mettre des mots en bouche, mais détruire le couple, ça me dit strictement rien. Ben là, présentement, on est en train de se sortir d'une autre crise. Là, j'ai eu un trouble de santé aussi, cancer, mais je veux dire... Là, de ce temps-ci, c'est, écoute, chérie, je suis plus capable de ton humeur, je suis en train de me tanner de toi. Comment? Je me fais dire qu'elle est plus capable de mon humeur et qu'elle se tanne de moi. Ah, OK. Puis elle a-tu raison? Avez-vous une humeur massacrante? Oui. Pas au point de fesser des murs, là, mais... Racontez-nous, donnez-nous des exemples de votre humeur. Décrivez votre humeur avec vos comportements, là. Ben, j'ai plus l'air d'un gars dépressif. Je veux dire, j'ai pas de sourire. À table, j'entends pas à rire. Je suis moins patient avec les comportements des enfants. Oui, pas de sourire, impatient, irritable. Oui. Puis là, c'est-tu l'œuf ou la poule? C'est-tu parce que vous avez pas de sexe que vous êtes comme ça ou vous avez pas de sexe parce que vous êtes comme ça? Non, c'est parce que j'ai pas de sexe que je suis comme ça. Oui. Vous en êtes conscient? Quel âge avez-vous, Sylvain? 43 ans. 43. Et ça fait, c'est pas nouveau, ça fait 20 ans. Quel âge ont les enfants maintenant? 18 et 20. 18 et 20. Vous en êtes où, là, dans la relation avec cette femme-là? En constatation que j'ai de la misère à me voir sans elle. Elle, de son côté, je crois que c'est la même chose. On a des plans de voyage. Peut-être que la préménopause nous nuit aujourd'hui. Sylvain, difficulté à me voir sans elle. Expliquez-vous. C'est intéressant, ça. Ben, je me vois finir mes jours avec elle. Au début, quand je l'ai vue, la première fois, j'étais avec un de mes copains, puis j'ai dit, cette femme-là, je finirais ma vie avec elle sans même la connaître. Puis, par pur hasard, je me suis aperçu qu'elle habitait au-dessus de chez ma mère. Alors là, deuxième tentative, lorsque vous dites, j'ai de la difficulté à me voir sans elle, je veux finir mes jours avec elle. Là, vous venez de vous sortir un méchant mensonge à vous-même. Une méchante niaiserie. Ça, c'est comme tantôt l'histoire du couple, là. Alors, qu'est-ce que... Vous avez de la difficulté à vous voir sans elle. Allez plus loin de ce côté-là. Ça va être un gros exercice. Oui. En quoi est-elle si importante pour vous? Ben, elle m'a donné 2 enfants. Sylvain, cibole, elle vous a donné 2 enfants. Sylvain, ils ont 18 et 20 ans, là. Puis c'est pas un cadeau que vous a fait. Vous avez décidé d'avoir des enfants ensemble. Les maudites niaiseries, le langage éculé, là, vous êtes pas à bonne tribune. Alors, elle vous a pas donné 2 enfants. Vous avez eu 2 enfants ensemble, vous avez travaillé pour les élever, puis ils sont rendus jeunes adultes. Alors,
pourquoi, à partir de maintenant, avez-vous de la difficulté à vous voir sans elle? Je sais pas quoi répondre. Bien, c'est là qu'est le problème. Alors là, vous allez, à partir de maintenant, aujourd'hui et à partir de maintenant, dans l'avenir rapproché, en quoi cette femme-là est-elle si importante pour vous? Puis je ne sais pas dans quoi qu'elle est importante. Okay. Est-ce que c'est parce qu'elle vous torche, qu'elle vous lave votre linge, vous amène vos chaussettes, fait le budget, êtes-vous autonome financièrement, prend les décisions de placement? J'ai aucune idée de comment vous fonctionnez avec cette femme-là, de votre relation à vous deux. Mais essayez de vous dire à vous-même la vérité. OK. C'est quoi vos faiblesses? Qu'est-ce que vous avez comme faiblesse qui est compensée par une force de cette femme-là? Ouais. Désolé, je peux pas aller plus loin que ça. OK. Non, c'est correct. Oui. C'est correct. Oui, vous avez merci. été gentil. Merci, vous avez été Sylvain. gentil de vous prêter à l'exercice. Et il y a combien de... Écoute, question. Il y a combien d'hommes aujourd'hui dans la même situation que Sylvain au Québec? 600 000? À ce point-là? 800 000? À ce point-là? Là, je sais que vous aimez pas ça, le mot, là, mais c'est-tu de la dépendance affective? Non, c'est jamais pareil d'un à l'autre. C'est que Sylvain a des faiblesses qu'il n'ose pas s'admettre, qui sont compensées par une force de sa conjointe. Parce que, mettons Puis qu'on là, revient il se raconte la salade qui veut venir ses jours avec elle. Mais on revient à son point de départ, Doc. Oui. Il n'y a pas de sexe à son goût. Oui. Ça le rend irritable, Oui. dépressif, pas Ouais. patient avec elle, avec les enfants, mais il se voit pas sans elle. Oui. Il a besoin d'elle. Puis il n'est pas capable de se l'avouer parce que trop orgueilleux pour reconnaître qu'il a une faiblesse quelconque qui est compensée par elle. C'est un couple complémentaire. Puis il y en aurait 600, 800 000. Ah ben écoute, ben oui, minimalement. C'est plein. On va à la pause. On va le marquer dans notre calepin et on pourra revenir là-dessus. C'est un sujet qui serait très intéressant si ça touche autant de monde, là. Ben, Fait qu'on va à la pause. On continue dans notre sujet d'aujourd'hui. Êtes-vous frustré sexuel? Non, on le réduira pas à ça. non. Mais votre humeur, qu'est-ce qui influence votre humeur? Ouais. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Alors aujourd'hui, est-ce que l'humeur des autres vous affecte, vous dérange? Vous faites du ménage dans votre vie même? Ça peut être ça, là. Juste avant de parler avec Martin, qui nous appelle de Sainte-Marie-de-Beauce, on a Mike, lui, il dit, moi, ce qui m'affecte le plus, c'est l'humeur de mes proches. Quand ma blonde ne va pas, peu importe la raison, ce qui peut être complètement en dehors de la famille, alors je ne me sens pas bien. Mais que ce soit mes enfants, mes sœurs, parents ou quelqu'un autour de moi ne va pas, ça m'affecte plus que tout. Il est normal. Mike, vous êtes tout à fait normal. Parce que lorsque une personne importante pour vous ne va pas bien, ça vous dérange, vous êtes un être humain sensible à vos proches. Ça doit être plate quand la personne, elle va jamais bien. Il y en a des de même. À un moment donné, ça vient lourd. Oui. On va parler avec Martin. Bonjour, Martin. Salut, ça va bien? Oui, Martin, on vous écoute. On vous écoute. Oui. Écoutez, moi, c'est bien bizarre mon histoire, là, mais écoutez, moi, je me suis séparé, j'avais 39 ans, mon fils avait 13 mois. J'ai parti de, je vous dirais, j'avais beaucoup de comment on pourrait dire ça, des valeurs, si on veut, là. OK? J'étais pratiquement millionnaire à 37 ans, en cash dans mon compte de banque. OK. OK? Je courais comme une queue de veau d'un bord à l'autre, fourrette, en tout cas, c'est ça. À un moment donné que je me suis séparé, j'ai parti de héros, j'ai tombé à zéro. Si vous comprenez ce que je veux dire? Non.
Bon, OK. Bon, ben j'ai tout vendu. On perd des plumes quand on se sépare. Ça dépend. On peut en gagner. C'est pas vrai non plus. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde qui ont gagné des plumes à se séparer. Il y en a qui en ont perdu. Vous avez perdu de la moitié de vos plumes. Parlez pour vous et ne généralisez pas, c'est pas vrai. Alors. Non, ben, en tout cas, c'est une façon de parler. Non. Qu'est-ce que vous avez perdu? Ben, des valeurs monétaires, mais je vous amène pas mon point, c'est pas ça. C'est quoi votre point? Mon point, c'est de dire que je suis plus heureux. Moi, je me suis raccroché à ce que j'avais de plus important dans ma vie. C'était mon petit garçon. Ça fait 7 ans que je suis tout seul. Puis aujourd'hui, je vis avec ce que j'ai. Ça fait pareil. Puis j'ai jamais été aussi heureux que ça de toute ma vie. Puis moi, je prends soin de tout le monde autour de moi. Je n'ai jamais, je vous dirais peut-être... non, moi, la mauvaise humeur, je connais pas ça. Autant que j'écoutais votre autre interlocuteur tantôt, qui a dit pour sa madame, là, et je trouve ça triste pour lui. Mais à un moment donné, là, il faut se dire, ben écoute, on est rendu là, puis on avance avec ça. Oui, mais Martin, je ne sais pas pourquoi vous appelez, là. Vous voulez philosopher sur la société. Je ne sais pas où vous en allez avec vos skis. Vous avez encore rien dit d'intelligent. On est dans les banalités. Je ne sais pas où vous en allez. Oui. Il faut apprendre à se contenter dans la vie aussi. Bon, là, il faut apprendre à se contenter. Il faut apprendre à se contenter. Bon. Alors ça, c'est une grande valeur. Vous avez pris ça où, là? Ben, moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Ben oui, mais il faut... Vous arrivez avec des généralités, vous avez une philosophie de vie, on s'en maudit dessus de votre philosophie personnelle. Si vous êtes bien là-dedans, grand bien vous fasse. Si vous n'êtes pas bien, ben, essayons d'améliorer les choses, mais de là, il faut apprendre à se contenter. Ça me dit strictement rien, moi. Mais Doc Mayou, soyez gentil un peu, là. Là, Martin, ce que vous voulez dire, là, parce que, bon, vous dites, vous avez connu c'était quoi être riche, là, vous l'êtes moins, puis ça affecte pas votre humeur. Là, j'essaie de vous ramener dans notre sujet. Au contraire, c'est exactement ce que je veux dire. Mais tant mieux! Tant mieux pour vous! Mais il y a une affaire que je comprends pas, qui est vraiment pas claire, là. Oui. Vous êtes séparés et vous étiez père d'un bébé de 13 mois, d'un bébé d'1 an? Oui. Il est arrivé quoi, ce bébé-là, dans la séparation? Ben, il est arrivé qu'on l'a une semaine sur 2, elle, puis moi. La garde partagée d'un bébé d'1 an? Oui, monsieur. Qui s'occupait du bébé? Ben, c'est moi qui me suis occupé. Vous l'avez allaité? Non, mais la semaine qu'il était... Premièrement, il n'était pas allaité, cet enfant-là. Il était à bouteille. OK, il était... Puis deuxièmement, ben écoutez, moi, suite à ça, j'ai décidé que je prenais ma retraite. Bon, vous avez pris votre retraite. Oui. Puis vous, là, le maternage de bébé, vous êtes bon là-dedans? Oui, j'adore les enfants. Oui, vous adorez jouer à la nourrice? Ça me dérange pas en tout. Bien, c'est correct, ça vous regarde. Effectivement, il y a un petit pourcentage d'hommes qui font d'excellentes nourrices. Ça arrive. Puis si c'est votre cas, ben coudonc. Mon fils, c'est mon meilleur chum. Ben oui. Il est rendu à quel âge, votre meilleur chum, là? Ben, il va avoir quoi? Il y a 10 ans, là? OK. Il est rendu à 10 ans. Puis c'est votre meilleur chum à 10 ans. Oui. Eh boy, c'est pas votre meilleure affirmation de la matinée, celle-là. Ben, moi, si j'arrivais, José, mon meilleur chum, c'est mon fils de 10 ans. Je pense que José dirait, Mayou, je pense qu'on va prendre quelqu'un d'autre pour te remplacer. J'ai pas besoin d'être entouré de personne dans Non, Martin, c'est pas sérieux, là. Alors, vous vous êtes attrapé dans un rôle de nourrice et, s'il vous plaît, arrêtez de vous citer en exemple parce que vous êtes un individu marginal et vous êtes un individu inquiétant. Et fort heureusement, vous êtes père d'un garçon et non pas d'une fille. Parce que ça aurait été catastrophique. OK? Bye, bonsoir. Salut, Martin. Ouf! Mon meilleur chum, c'est mon fils de 10 ans. Il faut apprendre à se contenter dans la vie. Ouille, ouille. Il manque à juste son année pour un petit pain. Ah non, je veux pas rire de Martin, là. Je veux pas rire. Non, mais garde. C'est parce que des hommes comme Martin, fort heureusement, c'est pas trop fréquent.
Alors, comme Sylvain, tout à l'heure, il y en avait un bon 700 000 au Québec, mais de la trempe de Martin, là, il n'y en a pas trop, puis fort heureusement, parce qu'on s'en va nulle part avec ça. J'ai pas de conseil à donner à personne. Je vais vous laisser le donner, mais je pense que son gars de 10 ans, il a plus besoin d'un père qu'un ami, là. Bien, c'est l'attitude de Martin. Je suis isolé socialement, je fous plus rien avec personne, puis mon meilleur chum, c'est mon fils de 10 ans. Est-ce qu'il est dans l'intérêt de son fils? OK? Est-ce qu'il est dans l'intérêt de son fils d'être le meilleur chum de son père? C'est ça ma question. Et en tant que psychiatre, qui a certaines connaissances en développement de l'être humain, ma réponse, c'est non. On va aller réfléchir à ça, Doc, pendant la pause. Au retour, qu'est-ce qui influence votre humeur? Vous laissez-vous atteindre par l'humeur des autres? Avez-vous eu à faire du ménage également parce que vous aviez des grugeurs d'énergie dans votre entourage? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Ils s'en rendent-tu, Doc, les gens lourds qui sont lourds? Non, mais ils s'en rendent-tu compte, ceux qui sont grugeurs d'énergie, qu'ils le sont? Non, il n'y a aucune conscience. Sinon, s'ils en étaient conscients, ils modifieraient leur comportement. Alors non, à ta question, je réponds non avec assurance. Parce qu'il y en a, on dirait qu'ils font ça pour attirer l'attention. OK. Alors, il y a de l'inconscient. OK? Il a attiré l'attention de façon inconsciente et il se plaint d'utiliser ça comme exutoire d'une souffrance refoulée. Il y a aussi de l'aveuglement involontaire. C'est-à-dire, on n'est pas nécessairement dans l'inconscient, mais on ne veut pas voir. Et ensuite, il y a aussi de l'aveuglement volontaire. On va détourner la tête de... différentes choses. Ici, c'est intéressant comme comportement. On a une auditrice, elle a dit « J'ai dû prendre la décision de couper les ponts avec ma mère et sa fille, donc ma demi-sœur. J'ai tout essayé pour leur plaire, jusqu'au jour où ce fut mon tour d'être maman et que j'aie une prise de conscience. Elle me mettait tous les maux du monde sur le dos et un jour, je me suis dit « C'est fini, j'en peux plus. Je ne veux pas que mes enfants soient en contact avec ces personnes dépourvues d'intelligence émotionnelle ou valeurs discutables. J'ai essayé pendant 30 ans, mais j'ai fini par me choisir et choisir mon bonheur et celui de ma petite famille. Bref, elle dit oui, c'était des vraies grugeuses d'énergie. » Urgence en la demeure de pourvoir nos fillettes d'un pouvoir immédiat qui va leur permettre, pendant leur vie adulte, de réagir rapidement ou à très court terme à une situation au lieu de l'endurer 30 ans. On a un homme, Jeff, il dit « Moi, quand ma blonde chiale et se plaint de plusieurs choses anodines, c'est assez pour me détruire l'humeur en 2 minutes pour la journée. Parfois, même tellement que je suis brûlée, je dois aller me coucher. Le négatif et le chialage gratuit grugent toute mon énergie et ma bonne humeur. » Jeff, comment se fait-il que vous soyez à ce point vulnérable aux doléances de votre compagne? Qui vous a fragilisé? Vous avez une personnalité feluette ou si on vous a écrasé, empêché de vous épaissir le cuir lorsque vous étiez jeune? Mais s'il est assez fort, il quitterait cette femme-là grugeuse d'énergie aussi. Es-tu en train d'insinuer qu'il perdure dans sa relation pour ou suite à des besoins personnels non avoués? Elle fait peut-être bien à manger. Non, mais t'endures ça. Pourquoi t'endures ça, là? Oui, on relit, là. C'est tellement intense qu'il s'en va se coucher parce qu'il est brûlé. Oui. Pourquoi t'endures ça, Jeff? Jeff a ses raisons, dont il n'est pas conscient. Lui, il n'a pas dit qu'il était frustré sexuel. Fait qu'il y a peut-être un lien. Peut-être qu'au lit, ça va bien. Il y a d'autres raisons. Peut-être qu'il n'est pas capable de gérer son budget. OK, ça peut aller jusque-là. Ben voyons. OK, on est dans le terre-à-terre, là. Ah oui! Lâchons la philosophie et la sociologie. Et le sexe. Non, le sexe, c'est pas loin. Alors, le pragmatisme de la praxis de la vie quotidienne, c'est-à-dire les activités concrètes du quotidien, ont souvent besoin reflètent souvent des faiblesses personnelles et ont besoin d'être palliées
par l'autre partenaire. Ça se peut-tu des fois que c'est du terrain connu? Bon, là, j'essaie de quoi? Ça se peut-tu que dans son enfance, sa mère était de même? Fait que lui, il a tout le temps connu ça, du chiolage dans la maison. Ça se peut-tu que... Et que ça l'ait complètement anéanti. Alors, quand la bonne femme chiale sans arrêt, le petit garçon qui est sensible va être anéanti. Sais-tu pourquoi? Il a l'impression qu'il est la source de la mauvaise humeur de la bonne femme. Il se sent coupable. Alors, Jeff est possiblement rongé par la culpabilité qu'il a accumulée et refoulée de la part de la bonne femme. Fait que vu qu'il pense que c'est de sa faute, il reste là. C'est ça? Oui. C'est triste, là. Ah oui, il y a toutes sortes. Alors, cas, il y a des traits de caractère, il y a des traits de caractère, et il y a des conflits intrapsychiques refoulés. Il y a toutes sortes de choses, là. Il y a des besoins. Il y a des besoins auxquels l'autre peut répondre, qu'ils n'osent pas s'avouer, qu'ils ne seront pas répondus s'il s'en va. Il y a toutes sortes de choses ici, là. C'est pas sans raison qu'on fait vie commune. Et on a tous nos raisons, et on peut très bien faire vie commune avec quelqu'un qui a ses raisons d'être avec nous. Nous avons ses raisons d'être avec elle. Mais il y a un stade aussi, je pense, qu'il faut aborder, là. C'est qu'il y a des gens qui sont marabouts parce qu'il pleut, il fait pas beau, job, ça a mal été. Mais le niveau qui est encore plus grave, je pense, c'est à partir du moment où tu deviens aigri. Là, c'est plus profond, là. Mais c'est des gens qui a beau faire beau, là. Il y a beau, ils sont aigris. Oui, exactement. Alors, on a différents qualificatifs, on a différents mots qui souvent correspondent, José, à une question de degré de l'amorosité. Ça va de un petit peu, une fois de temps en temps, à beaucoup très souvent. Alors là, on a des vocables. On a des mots pour ça. Et quelqu'un qui est aigri, qui est amer, qui est aigri, Simone, au quotidien, ils sont tannants. C'est parce qu'en plus, c'est un non-retour, hein? Tu peux pas être aigri puis redevenir... de bonne humeur. Ouais. C'est ça, exactement. C'est aigri, c'est profond, là. Tannant, tendance lourde, attitude lourde. Tu sais, quelqu'un, il vit quelque chose dans sa vie. OK, bon, il vit ça. Ça doit être à cause de ça. Ah, là, ça se règle. Ben là, il y a d'autres choses. Puis là, à travers les années, il est encore de même ou est encore comme ça. Puis là, tu leur amènes une bonne nouvelle, un peu comme Loïc Tassé dans le Journal de Montréal. Je le prends en exemple. Parce que c'est tellement gros, ça m'a crevé les yeux ce matin. C'est un exemple qu'on peut s'appliquer. Donald Trump fait une tournée en Asie, une tournée extrêmement importante. Et lui conclut qu'il fait ça pour nourrir son narcissisme. Autrement dit, quand quelqu'un est aigri et dans un état, il est non réceptif, même à la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'habituellement, moi, on les envoie à Saint-Jude. Tu sais, on les recycle à Saint-Jude, le patron des causes désespérées, puis on les envoie dans la religion. C'est bon passer de vos petits messages. Non, mais sérieusement, j'aime beaucoup Saint-Jude, le patron des causes désespérées. Puis oui, je l'utilise régulièrement. Puis il y a Saint-Antoine aussi pour les objets perdus. Oh, ça, c'est moins bon. Ça, c'est moins Mais Saint-Jude, là, c'est ça que je dis parce que moi, je suis comme psychiatre, je suis au bout de la ligne. Tu comprends? Les pires cas aboutissent dans mon bureau. Et j'ai l'habitude de dire aux personnes, il y a mon bureau, puis ensuite, allez à l'église, il y a Saint-Jude. Parce que je suis au bout de la ligne. Ouais. Si moi, je ne sais plus quoi faire avec un patient lourdement atteint de schizophrénie, il n'y a plus personne qui sait quoi faire. Fait que j'utilisais ça. Puis le monde, souvent, ça les fait sourire. Ils comprennent que je suis au bout de la ligne, puis on va essayer, on va faire notre possible. Tu sais, je vais faire tout mon possible. Revenons à votre bureau, là, à votre rôle de psychiatre. Là. À partir de quel moment, tu sais, quelqu'un qui est, mettons, peut-être pas, ben, il y a aigri, il y a marabout, mauvaise humeur, affecté par tout. À partir de quand tu te dis, bon, finalement, c'est peut-être une dépression, finalement, c'est peut-être un burn-out, finalement, j'ai peut-être besoin d'antidépresseurs. Ah, c'est la symptomatologie, c'est très différent. Lorsque le centre de l'humeur, dans une dépression biologique, c'est assez évident. Il y a un ensemble de symptômes et généralement, le départ est abrupt, puis il n'y a pas d'autre raison autour. OK.
Par exemple, j'ai une infirmière qui travaille à l'urgence, qui fonctionne à un très haut niveau. Elle est excellente, appréciée de tout le monde. Ça va bien dans sa vie personnelle. Un matin, elle se lève, puis là, elle n'est plus la même. Ben, juste envie de pleurer. Là. Oui, juste envie de pleurer, perd sa concentration, perd l'appétit, son sommeil est tout viré en envers. Mais oui, mais 3 jours avant, elle pétait le feu. OK. C'est pas pareil. Et là, ça commence, ça dégringole, tout devient une montagne, elle est ralentie, elle part plus lentement. Ça, c'est une dépression biologique. Et dans un cas comme ça, un antidépresseur avec... et le résultat peut être spectaculaire. OK. Mais quelqu'un qui accumule ça depuis... Il y en a qui sont de même. Sont défaitistes, sont pessimistes. Oui, alors que quelqu'un qui croule, qui croule sous les épreuves, t'as beau donner des antidépresseurs, tu viens brouiller leur cerveau et même empêcher, dans certains cas, leur capacité de réflexion et de réagir. D'où l'importance d'avoir un bon psychiatre, là. Non négligeable Ouais. et lourd de conséquences. Alors, régulièrement, j'en enlève des antidépresseurs. Parce qu'il y a un médecin quelque part qui a pensé que, tu sais, la petite pilule, la petite granule pouvait résoudre une souffrance Doc Mayou, légitime. Oui. l'émission est terminée. Écoute, alors, à la lueur de ce qu'on a entendu, malgré la triste température, ayez du sexe en fin de semaine, puis vous allez garder votre humeur. Hein? C'est un peu ça, en conclusion? Qu'est-ce que vous en pensez? José... Je voulais vous faire rire. Je suis très sensible au niveau de l'olfaction et du goût. Bye tout le monde. J'étais toute concentrée. Là, tu me déconcentres. Tu Bye. me ramènes au niveau de mes vils instincts. José. Lundi, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.